Personne n'avouera candidement croire aux fantômes. Pourtant, lorsqu'on creuse un peu, lorsqu'on insiste, il apparaît qu'un nombre important de personnes disent croire en une vie après la mort. Mais qu'advient-il de ces esprits désincarnés? Est-il possible qu'ils restent là, auprès de ceux qu'ils viennent de quitter? Est-il possible de ressentir leur présence ou de les voir? Lisa, une jeune femme de la région de Québec, répond oui à toutes ces questions. Car durant de nombreuses années, elle verra sa vie empoisonnée par l'apparition mystérieuse d'un homme en noir. Les esprits, les revenants, les fantômes ont été la source d'inspiration de nombreux auteurs à succès. Mais comment savoir si le phénomène existe vraiment? Et surtout, comment démêler le vrai du faux? Un phénomène inexpliqué, c'est très simple, c'est que la science ne l'explique pas, le comprend pas ou même ne l'admet pas, tout simplement. Ça ne devrait pas se produire. Aussi simple que ça. En théorie, un phénomène, effectivement, qu'on n'explique pas, peut être relié à une mort. Ben, les fameux fantômes seront des gens qui reviennent et font bouger les objets, provoquent des manifestations. Mais encore là, ça reste à prouver. J'ai déjà croisé un fantôme. C'est arrivé une fois à la maison chez moi. Quand je me suis approchée de cette forme-là, tout s'est passé rapidement. C'était comme une bruine, c'était frais, c'était humide. Et sur le coup, j'ai eu peur un peu parce que là, c'était vraiment physique. Habituellement, moi, je vois les fantômes dans ma tête, sur un écran mental. Je peux voir des fantômes dans une pièce. Mais là, d'en croiser un vrai, de le ressentir sur ma peau, c'était la première fois. Un fantôme ou une entité, oui, ça existe effectivement. On dit souvent dans l'au-delà ou dans un autre monde, mais c'est tout est autour de nous. Je pense que parfois il se manifeste, parfois il se manifeste pas. La géobiologie s'intéresse à l'énergie vitale de la planète. En effet, celle-ci serait recouverte d'un réseau d'énergie magnétique qui expliquerait toute une série de manifestations, telles la migration des oiseaux ou les mouvements sismiques. Le regard critique qui vient avec la recherche de la vérité, quand on est dans un désir de savoir, va porter aussi sur les phénomènes surnaturels. Ou on veut y croire, et à ce moment-là, on n'a pas besoin de faits ni de logique, on y croit parce que c'est notre désir d'y croire. Ou on cherche à savoir s'ils sont réels ou pas, et là, c'est là que l'esprit critique entre en ligne de compte. D'abord, est-ce qu'il y a des faits observables qui confirment la réalité de ces phénomènes-là? Et quand il y a incompatibilité, bien, entre telle croyance au surnaturel et telle connaissance scientifique pertinente, bien oui, ça jette un doute sur le phénomène surnaturel en soi. Aujourd'hui, on est rendu au 21e siècle et on sait qu'il y a un ensemble de phénomènes qui sont rapportés de façon régulière dans les médias pour lesquels on n'a pas d'explication. Depuis les 50 dernières années, beaucoup de ces phénomènes-là ont été documentés de façon rigoureuse. On parle de films qui ont été tournés, des enregistrements audio qui ont été obtenus. Difficile de croire qu'il ne s'agit là que de l'imagination. Mais entre la réalité de ces manifestations et leur interprétation, il y a un monde entre les deux que la communauté scientifique refuse évidemment de franchir. Que ce soit imaginaire ou réel, ceux qui vivent des phénomènes inexpliqués veulent comprendre. Face au mystère, ils aimeraient obtenir des réponses à leurs nombreuses questions. Mireille Thibault a été impliquée dans de nombreuses enquêtes sur des apparitions de fantômes. Alors, en 91, il y a une jeune fille qui m'appelle, de 21 ans, qui me dit que depuis 8 ans, elle voit un homme en noir, qu'il intervient dans ses rêves et qui commence à intervenir dans son entourage, chez les gens de son entourage et tout ça. L'homme en noir s'est attaqué à des gens de l'entourage de Lisa, son mari, entre autres, et son père également. Alors, une fantastique enquête a commencé suite à ça.
Je voyais l'homme en noir de plus en plus souvent. Ça me rendait folle. Surtout qu'à cette époque-là, c'était vraiment pas facile avec Dominique, mon ex. Au début, Lisa était la seule à voir l'homme en noir. Est-il possible que l'apparition du fantôme soit en fait la création de l'imaginaire débordant de la jeune fille? On peut parler effectivement de gens au cœur des phénomènes, de gens ordinaires qui sont pas plus malheureux que les autres, qui n'ont pas plus de réussite que les autres non plus. C'est peut-être des gens qui n'ont pas atteint des choses dans leur vie, mais ça, il y en a plein l'univers, puis finalement, ils ne sont pas tous témoins d'événements inexpliqués. Alors, somme toute, c'est des personnes tout à fait ordinaires, oui. La plupart des parapsychologues qui s'intéressent aux phénomènes de fantômes, d'apparitions, de manifestations d'outre-tombe s'entendent aujourd'hui pour parler de 3 types de manifestations différentes. La première serait l'apparition. Donc, il peut s'agir d'apparitions qui vont se produire au moment du décès d'une personne. Donc, cette personne-là va apparaître à un proche comme pour annoncer son décès. Il y a ensuite de ça les phénomènes dits de maisons hantées. Donc là, ce sont des manifestations qui se produisent dans un lieu très précis. À peu près n'importe qui vont visiter ces lieux-là peuvent être témoins de ces manifestations. Et puis, il y a un troisième phénomène, le phénomène de poltergeist, qui, lui, est surtout associé à des individus. Donc, on parle surtout de personnes d'âge prépubère qui deviennent un peu les victimes de coups frappés dans les murs, d'objets qui sont lancés sur les murs ou même dans leur direction. Mais ce sont toujours ces personnes-là qui deviennent comme hantées par cette manifestation. J'ai habité un immeuble qui était en conversion de devenir des condominiums et ma première nuit a été assez spéciale. Il était peut-être minuit moins quart. J'étais seule dans l'immeuble, il n'y avait pas personne d'autre qui habitait là. Et j'entends le loquet de la porte qui se débarre. J'étais dans mon lit. Là, je n'osais pas me lever. J'étais vraiment sous les couvertures. Puis j'attendais pour voir si je n'entendrais pas un bruit, quelque chose. Puis il ne s'est rien passé. La deuxième nuit, j'ai pris la peine de bien vérifier, là, de dire, oui, garde, tu barres le loquet. Puis toujours à peu près à la même heure, vers minuit moins quart, j'ai encore entendu, mais cette fois-ci, je ne dormais pas parce que j'attendais que cette heure-là arrive. Et effectivement, le loquet s'est encore débarré. Et pas de porte, pas rien. J'ai pas entendu la porte s'ouvrir, ni rien. C'est le lendemain. Là, j'ai dit... Je prends une chaise, je mets ça à côté de la porte d'entrée. Vers cette heure-là, j'avais une grosse poêle en fonte. J'ai dit, il y a quelqu'un qui essaie de me jouer un tour, c'est certain. Puis, à minuit moins quart encore, j'étais là, je l'ai vu, le loquet tourner. Et j'étais là avec ma porte. Tout de suite, j'ai ouvert la porte, prêt à... Il n'y avait pas personne. Il n'y avait personne. Oh, alors, j'ai fait des recherches. Je suis allée au bureau d'enregistrement, je suis allée à l'hôtel de ville, j'ai regardé qui étaient les locataires qui étaient là autrefois avant l'immeuble. Et là, j'ai vu que l'immeuble avait déjà passé au feu et qu'une personne était décédée dans cet appartement-là. Peut-être que c'était ça. J'ai fait le lien avec ça, que c'était probablement l'entité de cette personne-là qui se croyait encore vivant. Et j'en ai déduit que c'était à peu près ça, mais il n'était pas méchant, je veux dire. Il ne faisait que débarrer. Je sentais une présence, mais pas une présence agressive, pas rien de ça. Ça fait à peu près un siècle maintenant qu'on s'intéresse au phénomène d'apparition de l'au-delà, des fantômes, de façon plus, disons, plus scientifique. Et 2 écoles s'affrontent sur ce terrain-là. L'école survivaliste, qui, elle, perçoit dans ces phénomènes d'apparition ou de manifestation une survie de l'âme. Ce sont donc les défunts qui reviennent de l'au-delà pour se manifester dans notre monde matériel. Il y a une autre école, l'école psychologique ou parapsychologique, qui, elle, croit plutôt que ces manifestations-là sont le produit des vivants. C'est un peu comme si la matière autour de nous se mettait en résonance avec nos propres émotions, d'où les coups frappés dans les murs, des objets qui sont lancés sur les murs. Il est vrai que ni l'un ni l'autre de ces opposants-là ne peut prouver de façon définitive son approche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre que l'au-delà se manifeste, comme on ne peut pas prétendre non plus qu'il ne se manifeste pas. T'as vraiment aucun respect? L'homme en noir est apparu dans ma vie au cours de mon adolescence.
La première fois que je l'ai vu, c'était chez mon ex. Quand je le voyais, il était tellement réel que j'avais l'impression de pouvoir le toucher. Quand on s'est laissé, Dominique et moi, l'homme en noir m'a suivi chez moi, jusque dans ma chambre. Il y a beaucoup d'esprits qui, après leur mort, ne se sont même pas rendus compte qu'ils sont morts. Ils s'imaginent qu'ils sont encore dans la chaise où ils étaient quand ils se sont endormis puis qu'ils sont morts. C'est pas une norme, là, mais ça arrive que des gens s'ils vivent un choc à leur mort, vont rester très, très liés au plan terrestre. Puis ça peut leur prendre très, très longtemps à pouvoir d'abord se rendre compte qu'ils sont décédés. Puis très souvent, ça va être un choc pour eux. Puis ils vont vivre ça très difficilement. Les entités ont plusieurs vibrations. Il peut y avoir ce qu'on appelle les hautes vibrations et les basses vibrations. Évidemment, les entités de haute vibration, généralement, ils ont une mission, ou ils se donnent une mission qui est plus élevée. Puis les entités de basse vibration, ben, c'est plus que ce qu'on appelle les fantômes ou les manifestations qu'on entend ou les choses qu'on voit dans les films. C'est souvent issu de ce qu'on pourrait appeler les entités de basse vibration. Lorsque je communique avec des esprits, des entités, je reconnais tout de suite la vibration. Je sais tout de suite dans quel endroit ils se situent, dans la façon que je vais les percevoir. Alors, si je perçois quelque chose de gai, d'harmonieux, je sais tout de suite que j'ai affaire à une entité qui est allée vers la lumière et qui a des vibrations qui sont très élevées. Alors que si j'ai froid, je ressens un courant d'air froid autour de moi, je viens les pieds froids. À ce moment-là, je sais que je communique avec un esprit qui est pris dans la noirceur. Est-ce qu'on peut avoir des esprits autour de nous? Ce serait un peu naïf d'imaginer qu'il n'y en a pas. Parce qu'on attire des esprits par affinité. Donc, comme on attire des gens autour de nous, pourquoi qu'il n'y aurait pas des esprits? Parce que des liens qu'on a faits pendant qu'on était vivant avec eux ou entre incarnations, ben, perdurent. Donc, on se crée un peu notre société, si vous voulez, autour de nous. Et on attire d'autres, par qui on est et par nos pensées. Lisa pouvait sentir la présence de l'homme en noir. Elle affirme qu'il pouvait rester là, à la regarder, avec un sourire étrange. Je le sentais quand l'homme en noir était là. Quand il apparaissait, je me sentais épuisée, comme fatiguée. Je me sentais même déprimée. Il semble y avoir effectivement un point crucial dans l'apparition des phénomènes vers la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. La meilleure hypothèse serait la biologie, parce que c'est ce qui se passe à ce moment-là. L'adolescente devient femme, par exemple. On sait que le taux d'hormones est très variable. Ça reste exploré. On n'en a aucune idée, finalement. On dit souvent que dans le domaine du paranormal, il n'y a pas de règles d'or qui tiennent. Les manifestations peuvent se produire dans des maisons relativement récentes comme dans des maisons anciennes. Ces manifestations-là peuvent se produire autour de gens qui n'ont pas réellement de points communs au niveau de la psychologie ou même de leur vécu. Si quelqu'un me dit, 10 ans après avoir emménagé dans une maison, que celle-ci commence à être hantée, ma première démarche serait essayer de voir si dans l'environnement, il n'y a pas quelque chose qui a été modifié. Est-ce qu'on n'y a pas construit une usine à proximité, une voie ferrée ou quelque chose qui pourrait avoir engendré ces soudaines manifestations? Comment expliquer que Lisa soit la seule à voir l'homme en noir? Est-il possible de faire un lien avec le fait que la jeune fille vivait des événements difficiles et qu'elle avait les émotions à fleur de peau? À 17 ans, j'ai laissé mon ex. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. J'en avais assez de ce gars-là. Il était violent, pas fin. Puis j'ai rencontré François, mon amour. C'est avec lui que je veux me marier. Attends-moi 2 secondes. Suite au mariage de Lisa, elle a remarqué que l'homme en noir s'est beaucoup plus manifesté et de façon effectivement plus agressive. Il y a quelque chose qui le dérangeait là, dans tout ça. Il a attaqué son mari, d'ailleurs, François. Il l'a poussé en bas du lit, il l'a tiré en bas de l'escalier. Il est devenu beaucoup plus présent, effectivement. C'était une période critique. Les manifestations de l'homme en noir empoisonnent la vie de Lisa et de son nouveau conjoint, François.
C'est correct, là? Ah ouais, ça va aller, Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, t'as-tu vu quelque chose? Non, j'ai pas pris de chance, À un certain moment, il y a des amis de Lisa qui ont su l'histoire et qui ont dit « On va t'aider. Alors, on va aller dormir chez vous, puis on va régler la question. » Alors, ils ont dormi là une nuit et ils ont fait connaissance avec les phénomènes possibles dans ce cas-là. Cette nuit-là, les 4 jeunes sont témoins d'événements extrêmement troublants. Lisa est réveillée au milieu de la nuit par une impression d'étouffement. La pression autour du cou de la jeune fille est si intense et si réelle que tout le monde est pris de panique. On cherche à libérer Lisa du malaise qui l'afflige, mais sans vraiment savoir comment y parvenir et surtout ce qu'il provoque. Ça va aller. Lorsqu'on est témoin d'un phénomène paranormal, je pense que la première réaction qu'on a, c'est la confirmation de la réalité de ces phénomènes. C'est-à-dire que lorsque l'on court après ça, on comprend que le doute est toujours là. Et si je m'étais trompé? Lorsque l'on est témoin d'un phénomène de ce type-là, c'est une confirmation. La réalité de ces phénomènes-là ne fait plus de doute. Bouleversée par tout ce qu'elle vit, Lisa cherche une façon de se débarrasser de l'homme en noir qui empoisonne sa vie. C'est après avoir lu un article dans le journal au sujet d'une enquête menée par Mireille Thibault dans une maison de l'ancienne Lorette que Lisa croit avoir trouvé la solution. S'envoler. Lisa est déterminée. Elle veut absolument savoir qui est cet homme en noir qui la poursuit inlassablement. Elle espère que Mireille Thibault, reconnue comme une spécialiste à Québec depuis l'affaire de la maison de l'ancienne Lorette, puisse lui venir en aide. Dès le départ, dès qu'elle m'a appelé, j'ai commencé à noter les informations que je pouvais avoir pour essayer de voir où on s'en allait avec ce cas-là. Mireille Thibault rencontre Lisa, François et quelques membres de la famille chez elle, dans un appartement de Québec. C'est après l'écoute des différents témoignages que Mireille décide de mener une enquête qui se déroulera sur une période de 6 mois. L'homme en noir était présent assez souvent, mais pas constamment. Il pouvait y avoir une journée ou deux où il n'était pas là, mais il était presque quotidiennement, soit qu'elle le voyait ou elle le sentait à un moment donné, il partait, il revenait. D'autres membres de la famille ont entendu des voix sortir d'une pièce où il n'y avait personne. Je le voyais bien que c'était difficile à croire tout ce qu'on racontait. L'homme en noir avait commencé à s'attaquer à mon père, à ma mère. Je me demandais jusqu'où ça pouvait aller, tout ça. L'événement qu'a vécu son père et qui l'a le plus marqué, c'est qu'il était en train... il était dans la maison familiale, donc tout le monde était en train de jaser ici et là, et lui jouait au ballon. C'est-à-dire qu'il était comme 3 chaises en triangle, la cousine puis une autre personne de la famille, puis il se lançait le ballon en jasant, et à un moment donné, il reçoit une bonne gifle en plein visage, puis il regarde la cousine, « Qu'est-ce que t'as fait là? » Mais là, il s'est aperçu qu'elle était trop loin. Ça venait d'on sait pas trop où. Alors, il y en a quelques-uns comme ça qui ont vécu des phénomènes étranges qu'on a reliés à l'homme en noir. La première fois où je l'ai vu, en fait, c'est un homme assez âgé. La recherche sur les phénomènes paranormaux ne repose pas sur une démarche précise, parce que la parapsychologie ou la psychologie n'est pas considérée comme une science parfaite ou une science établie. Certains vont faire appel à des médiums, certains vont se promener dans des maisons avec des broches de sourcier, espérant y localiser le fantôme. D'autres vont faire appel à des caméras infrarouges avec toute une batterie d'équipements hyper sophistiqués. Il n'y a pas une règle précise à suivre. Tout est une question de ses croyances. Je pense que les gens abordent ces phénomènes souvent en fonction de leurs croyances. Du point de vue de la science, l'esprit est une entité fondamentalement biologique liée au cerveau. On peut se demander, alors, serait-il possible qu'il existe des esprits désincarnés, par exemple, qui n'obéissent pas aux lois de la science? Si de telles entités existaient et pouvaient interagir avec le monde physique, par exemple, si on pouvait les voir, les entendre, si ces esprits-là pouvaient déplacer des objets, bien là, à ce moment-là, du fait qu'il y aurait une interaction entre ces esprits et le monde physique, là, la science aurait son mot à dire pour l'aspect physique de la chose. Pourquoi est-ce qu'on hésite à étudier la réincarnation de l'esprit? Je crois qu'il y a des problèmes culturels associés à ça, parce qu'on oublie que nos institutions étaient souvent fondées par des groupes religieux, donc ils ont une certaine mentalité, une certaine attitude assez conservatrice, mais que c'est en train de changer.
Pour les gens qui disent qu'il n'y a pas de preuves scientifiques autour de l'esprit, je dirais qu'il faudrait qu'ils étudient davantage. Si on regarde les études, comme il y en a tant, il y a le docteur Hernani du Brésil qui étudie un modèle vraiment d'incarnation de l'esprit et du père-esprit. C'est dans des instituts vraiment très reconnus. On parle de Cambridge, on parle de l'Université de Virginie, on parle de l'Université de São Paulo. Encore, c'est pas du n'importe quoi. Donc, les gens qui disent qu'il n'y a pas de recherches sérieuses qui se font, je crois que c'est vraiment juste un blocage. On a eu des milliers de communications avec l'au-delà, et ce qui nous frappe, c'est le vide de ces communications. En fait, on n'a à peu près rien appris. C'est comme si les revenants n'avaient rien à nous dire. Et ça, il faut le dire, c'est très désolant, et ça alimente, bien sûr, le scepticisme des gens qui s'opposent à l'idée des revenants de cet au-delà. Donc, ça donne de la matière à ceux qui sont de l'école parapsychologique, de dire, ces manifestations-là, finalement, c'est pas l'au-delà qui se manifeste, sinon l'au-delà serait plus volubile que ça. L'au-delà n'a rien à nous dire. Donc, ce sont des vivants qui produisent tout ça. La recherche en parapsychologie nous montre bien qu'il existe une foule de phénomènes qui peuvent être interprétés comme étant des manifestations de l'au-delà. C'est Arthur Conan Doyle qui faisait dire à Sherlock Holmes, une fois que vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste même improbable doit être la vérité. Mais où est justement la frontière de l'improbable? Je pense que là, il faut être très, très prudent. L'explication surnaturelle doit être toujours la dernière à être prise en compte. Dès le départ, dans cette histoire-là, on s'est questionné qui pouvait être l'homme en noir, de qui pouvait originer. Alors, on a regardé les gens décédés, on a regardé l'ancien conjoint, l'ancien copain de Lisa qui s'était mis aux messes noires, comme ça, à un moment donné, un trip adolescent. Alors, on a fait le tour de tous ceux qui pouvaient être à la source de ça sans jamais que ça devienne vraiment clair au fond. Mon ex voulait faire une expérience. Ça fait qu'il m'a demandé de me mettre un bandeau sur les yeux. Puis là, je savais pas trop ce qui allait arriver. Je l'ai su, par exemple, quand il m'a piqué la cuisse avec son couteau. Il a dit après qu'il voulait voir si ça allait saigner. C'est sûr que ça saignait. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Des fois, la magie noire, tu sais, c'est comme le mauvais œil, puis c'est pointé vers l'autre. Et puis, ces esprits-là, effectivement, vont s'amuser. Puis, des fois, un esprit qui vit beaucoup de rancune envers quelqu'un va effectivement se lier avec ce médium-là, puis vouloir jouer le jeu et créer effectivement des énergies négatives autour de certaines personnes. Je me souviens très bien la première fois que j'ai rencontré Mireille Thibault. J'étais découragée parce que j'étais la seule à voir l'homme en noir. J'avais l'impression de devenir folle. Même que je me demandais si c'était pas moi qui inventais tout ça. Après avoir pris en note à peu près tout ce que tout le monde pouvait raconter et avoir une bonne idée de l'histoire, j'ai dit, bon, ben là, est-ce qu'il est là? Elle me dit, non, il est dehors, donc sur la galerie. Je suis parfait, tu viens avec moi, on va aller jeter un petit coup d'œil. Alors, on sort, on fait le tour du bloc. Je sens rien, je vois rien. Elle a dit, il est pas loin. Alors, on rentre, on se rassoit à table. Et là, elle dit, j'ai dit, est-ce qu'il est encore dehors? Quelque chose, elle dit, non, il est rentré avec nous autres. Parfait. Alors, j'ai dit, il est où? Elle dit, il est derrière toi. Alors là, je me lève précipitamment et je passe l'endroit qu'elle m'a désigné. Et c'est là que j'ai senti, pour la première fois, qu'on avait affaire à quelque chose de très différent des bons vieux fantômes. Quand j'ai traversé sous l'homme en noir, je suis passée à travers quelque chose de matériel en partie. C'était très défini. C'était pas comme quelque chose de diffus, là. C'est comme si on pouvait passer à travers. On le sentait quand on arrêtait et quand on re-rentrait à l'intérieur. Bien, c'est-à-dire quand on passait à travers. Il y avait vraiment quelque chose de physique. Ça a été comme un grand soulagement. Enfin! Quelqu'un d'autre que moi pouvait ressentir la présence de l'homme en noir. J'ai jamais vraiment douté de Lisa, comme je doute jamais de mes témoins. Qui je suis pour dire, non, ce que vous me racontez là, ça tient pas debout, à moins que vraiment ça soit du délire. Mais c'était de définir ce qu'elle vivait vraiment, puis d'essayer de trouver, parce que c'était un cas tout à fait à part. Je n'avais jamais vu ça encore. Là. Mais de traverser à travers
De passer à travers l'homme en noir, c'était oups, oui, on rigole pas. Il y a vraiment quelque chose. Ce moment constitue un point tournant dans l'enquête de Mireille Thibault. Nous verrons après la pause que, persuadée de l'existence de l'homme en noir, Mireille Thibault est déterminée à découvrir son identité. Après avoir ressenti la présence de l'homme en noir, Mireille Thibault voulait maintenant avoir une idée plus précise de ce que Lisa voyait jour après jour. Elle entreprend donc de faire un portrait robot de l'homme en noir. Alors là, on a établi le visage de notre homme en noir. Alors là, réunion familiale, c'est qui? Parce que là, on cherchait, bon... Là, c'est mon grand-père qui est mort, puis qui était si méchant. Ah, regarde, ouais, mais regarde, mon oncle Chose qui est mort. Là, finalement, il ressemblait à tout le monde. Oui, mais regarde le bas du visage, puis le haut du visage, fait qu'on s'en sortait pas. Et finalement, j'ai dit si, dans cette vie-ci, parce qu'elle reconnaissait personne de décédé, que ce soit dans sa vie, personne dans la famille pouvait cerner c'était qui. Je dis, on va essayer l'hypnose. Mon père, dans une vie antérieure, peut-être qu'on va avoir un indice. Et même si les souvenirs n'étaient pas exacts, parce que l'hypnose, ça reste subjectif, peut-être ça pourrait nous donner un indice, une piste. Les cheveux blancs. Il faut toujours faire attention à ce qu'on obtient sous hypnose parce que ça peut être influencé par l'expérience toute récente de la personne, ça peut être un ensemble de ses propres croyances. À moins de pouvoir confirmer historiquement avec des dates précises, des lieux précis, ce que quelqu'un aurait retrouvé en souvenir, là, il faut toujours rester très, très prudent à savoir si c'est réel ou pas. J'ai commencé à percevoir des entités depuis que je suis toute petite. À l'adolescence, c'est devenu un petit peu plus fort. Je voyais des choses que les gens autour de moi ne voyaient pas. Pour moi, c'était des choses qui étaient normales. Mais quand je m'apercevais que j'étais toute seule à voir quelqu'un assis sur une chaise qui n'était pas en réalité là, bien, c'est là que je me suis aperçue que c'était des fantômes, que c'était des entités. La croyance en d'autres niveaux énergétiques a permis que se développent de nouvelles techniques, telles que la synergie harmonique. La synergie harmonique, c'est une technique qui a été développée à partir d'expériences que j'ai vécues avec l'antenne de l'échelle. Le corps humain est une masse d'énergie, et cette masse d'énergie-là, on peut aussi travailler sur cette masse-là. S'il y a des énergies physiques, qui sont des organes, des glandes, des systèmes qui ne sont pas à la bonne vibration, évidemment, le corps humain va être malade ou il va être fatigué ou il va même aller jusqu'à la mort avec des maladies. Mais si on remet à la bonne vibration ces différentes parties du corps, ça va aider la science, ça va aider les intervenants de d'autres moyens, de d'autres milieux, à rentrer en synergie, justement, avec cet aspect-là pour pouvoir aider à guérir les personnes d'une façon plus facilement. Mais ce que je veux ajouter aussi, c'est que il n'y a personne qui guérit personne. Il y a juste les personnes elles-mêmes qui se guérissent. Avec tous les témoignages d'apparitions de fantômes qu'on a depuis l'Antiquité, peut-être même la préhistoire, on pourrait se demander si ça existait vraiment et si ces apparitions avaient vraiment lieu. Comment se fait-il qu'on n'a pas encore la preuve de leur existence? Comment ça se fait que, d'une part, on aurait réussi à découvrir des faits aussi éloignés de notre expérience de la vie de tous les jours, et non seulement de découvrir et démontrer leur existence, mais même les expliquer? Alors que, d'autre part, quelque chose d'aussi, disons, simple qu'une apparition de fantôme n'aurait toujours pas de preuve à ce jour. Donc, pour cette raison-là, je suis très sceptique et je pense que si on n'a pas encore la preuve de leur existence, malgré des millénaires de témoignages, c'est qu'ils n'existent pas, tout simplement. Le problème des phénomènes paranormaux, c'est évidemment qu'ils collent mal à la réalité scientifique. Il faut bien comprendre que la science, pour reconnaître un phénomène comme étant scientifiquement acceptable, ce phénomène doit être reproduisible à volonté, et ensuite de ça, il faut pouvoir émettre une hypothèse qui va permettre d'en prévoir la réapparition. Par leur aspect spontané, les phénomènes paranormaux ne cadrent pas avec cette définition-là. Pour l'instant, les phénomènes paranormaux sont mal perçus par la communauté scientifique parce que, par définition, ils ne sont pas scientifiques.
Une nouvelle vague populaire dans le Nouvel Âge aujourd'hui, c'est le recours à la physique quantique. Comme c'est une science qui est difficile d'accès et qui porte sur le fondement même de la réalité, c'est comme une mine d'or pour tenter de justifier toutes sortes de croyances au paranormal, de faire des liens entre un esprit qui serait finalement surnaturel et la réalité matérielle naturelle. Donc, c'est très à la mode ces temps-ci. Depuis une quinzaine d'années maintenant, la pensée scientifique a un peu élargi ses balises. Maintenant, avec l'avènement de la physique quantique, on accepte que les phénomènes puissent être spontanés ou qu'ils puissent être uniques. Mais il va falloir au moins 20 ou 30 ans avant que la nouvelle génération des scientifiques qui montent, la nouvelle génération montante, puisse accepter cette nouvelle réalité-là, de cette spontanéité des phénomènes, et qui, elle, bien sûr, donne un peu de l'eau au moulin à l'existence des phénomènes paranormaux. Le 27 octobre 1991, Mireille Thibault décide de tenter une séance d'hypnose sur Lisa afin de pousser un peu plus loin son enquête. Alors, j'ai demandé à Lisa de remonter dans le temps, dans la vie qu'elle avait retrouvée, de remonter un petit peu dans le temps plus tard pour essayer de trouver notre fameux personnage. Je me suis laissée aller. Tout à coup, j'ai vu plein d'images étranges, comme des souvenirs d'une autre époque. Il y avait une fête de village, puis je l'ai vu. Il était là. L'homme en noir était là, devant moi. L'expérience menée par Mireille Thibault soulève de nombreuses questions quant à la compréhension des événements qu'ont vécu Lisa, son mari et sa famille. Ce qui était intéressant, c'est qu'on enregistrait. Il y avait habituellement son conjoint qui assistait, le conjoint de Lisa qui assistait à la séance d'hypnose, et parfois une médium aussi qui était assise un petit peu plus loin. Mais sur les enregistrements, on a eu le plaisir, je dirais, d'entendre une respiration. Comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi, parce que l'appareil était juste devant moi et Lisa était juste là. Et un bruit de pas à un moment donné aussi, et une fameuse respiration comme si quelqu'un était penché puis écoutait ce qui se passait là. Puis lui aussi, c'est un sorcier. Le cas de la maison Tressler figure parmi les 10% de cas inexpliqués. Il s'est déroulé des événements à cette maison qui laissent perplexes. Hélène André Bizier a vécu une bonne partie des événements qui se sont déroulés à l'intérieur de la maison. L'historienne s'était déjà intéressée à la maison Tressler avant d'y habiter. Elle avait écrit un article qui fut publié à l'époque dans le magazine Perspective. Quelques années plus tard, je vis dans cette maison à l'occasion des vacances. Je suis avec Jacques Lacourcière, avec lui et ses enfants, moi, ma fille, quand, la première nuit, on entend des choses bizarres. Jacques Lacourcière, le lendemain matin, raconte qu'il a vu une femme sortir d'une pièce et marcher lentement dans le corridor. Moi, j'ai pas vu ça, prétend aussi que le chat qui était avec nous suivait du regard cette silhouette blanche, vêtue de blanc. Et le soir, à table, un des invités dit « Et aux fantômes, s'ils existent, eh bien, qu'ils se manifestent. » Puis là, tout à coup, les 14 cheminées de la maison s'ébranlent et de la pierre tombe de ces cheminées. Les pierres se choquent là-dessus. On entend ça dans toute la maison. C'est troublant. La lumière a vacillé. On avait l'impression d'être dans une tempête. On en a parlé. Ça a intéressé le magazine Le Point de Radio-Canada. Louis Bélanger a séjourné dans la maison pendant une nuit entière. Et au terme de cette nuit d'investigation, d'écoute sonore, des bruits, et après nous avoir interviewés également, il en est arrivé à la conclusion que le phénomène reposait sur Jacques Lacourcière, qui, lui, puisque les phénomènes n'avaient lieu que quand Jacques était là, pour des raisons particulières, il associait ça au poltergeist, je crois. Phénomènes de pierres qui sont de mouvements d'objets lourds, etc. Je ne peux pas vous dire que les fantômes existent ou n'existent pas. J'ai simplement, moi, assisté à des phénomènes extraordinaires et inexplicables et encore inexpliqués quant à moi. Est-ce que la théorie du poltergeist, telle qu'élaborée par Louis Bélanger, pourrait s'appliquer dans le cas de Lisa? La séance d'hypnose a permis de découvrir l'identité de l'homme en noir.
du moins telle qu'elle est apparue dans les souvenirs de Lisa. Cependant, Mireille Thibault ne s'arrête pas là. Elle poursuit son enquête. Mireille Thibault décide de faire appel à un médium afin de pousser plus loin son enquête, car elle reste déterminée à découvrir le fin mot de cette histoire. Du sous-sol, on a souvent entendu des bruits. On a très bien entendu, dont moi-même, des formes d'incantation, comme plusieurs personnes qui prient en même temps. C'était très léger, mais on ne pouvait pas encore là pas distinguer vraiment ce qui se disait, mais c'est comme dans une église, là, des gens qui prient tout bas. On les appelait les incantations, on entendait ça régulièrement. Bien, à quelques reprises, mettons, en venant du sous-sol. Cette fameuse fois-là, on était dans le sous-sol. Si ma mémoire est bonne, il y avait moi, Lisa, son conjoint et Louise, la médium. Et à un moment donné, il y en a quelques-uns qui ont entendu des sifflements dans l'oreille, puis il y a des yeux qui se sont mis à pleurer, sans qu'on sache pourquoi. Puis on se regardait, puis là, Lisa nous disait souvent, il est là, il est arrivé. Et là, en me retournant, j'ai vu dans le haut de l'escalier une forme sombre. J'ai dit, viens de monter en haut. Et là, je me dépêche, on grimpe tout à toute vitesse pour aller voir si c'était là. Et à ce moment-là, moi, en le cherchant, je l'ai comme accroché et on s'est aperçu effectivement présent. Tandis que Mireille Thibault poursuit son enquête, la présence de l'homme en noir ne se dément pas, même qu'elle s'intensifie et se fait sentir ailleurs que chez Lisa. Pour tenter de capter les manifestations de l'homme en noir, Mireille Thibault installe des caméras à l'intérieur de l'appartement. Les membres de la famille de Lisa étaient de plus en plus conscientisés à la présence de ce personnage-là dès le départ de mon arrivée, parce que comme je prenais ça au sérieux, on dit « Oups, il y a peut-être quelque chose ». Alors, mais tout le monde commençait à avoir aussi des petites expériences qui disaient « Voyons, ça peut ressembler à ce que Lisa nous raconte, là. Une ombre noire qui se tasse ou quelque chose, ou le chien qui était inquiet, on ne sait pas pourquoi ». Et les gens ont commencé à pouvoir dire aussi ce qu'ils n'osaient pas dire des fois. Ils disaient « Moi, il me semble que j'ai perçu une voix qui venait de tel endroit ». Ils n'osaient pas trop le dire pour pas peut-être faire empirer ce que Lisa... Si jamais c'était pas vrai ce que Lisa racontait, il voulait pas en rajouter pour qu'elle continue dans son histoire. Mais là, il pouvait le dire parce que ça semblait concret, ça semblait réel. On a essayé divers appareils qui détectaient les mouvements d'électricité statique. Alors donc, dans une pièce, si personne bouge, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de problème. Mais dès que quelqu'un a un mouvement, bien, il y a un phénomène d'électricité statique qui se produit. Et on avait une aiguille à ce moment-là qui l'indiquait. Et quand l'homme en noir est arrivé, personne ne bougeait, on jasait effectivement immobile, pas que ça fasse bouger l'appareil. On a vu que ça suivait comme une respiration ou un battement de cœur. C'était assez précis. L'homme en noir avait l'habitude de dire, quand on utilisait des appareils, qu'on ne le trouverait pas avec ça. Même avec les médiums, ça ne servirait à rien. Bref, il essayait toujours de nous décourager puis de se dire, regarde, je suis au-dessus de tout ça, il n'y a pas de problème. Sauf que l'appareil l'a détecté. Et lors de sa présence, on voyait un mouvement régulier de l'appareil, entre autres. Il était très présent. Lorsque les gens appellent des enquêteurs sur le paranormal, ils le font toujours en dernier recours. Moi, je n'ai jamais reçu d'appel de gens qui étaient heureux de me dire qu'ils vivaient dans une maison hantée. Alors évidemment, lorsqu'on arrive sur place, leur premier souhait, c'est que l'on puisse, nous, être témoins de ces manifestations-là pour les rassurer sur la qualité de leurs observations et également sur leur santé. Parce que ces gens-là se disent, est-ce qu'on est en train de perdre la raison? Est-ce qu'on n'est pas fou de dire qu'on a vu tel ou tel truc se produire? Alors là, on devient un peu leur caution médicale. Non, ces gens-là ne sont pas fous. Oui, ces manifestations-là se produisent. Alors évidemment, c'est leur premier souhait. Et à partir de là, souvent, leur deuxième souhait, c'est qu'on les débarrasse de ces infestations, puisque cela mine leur existence. Il y a des personnes qui ont des problèmes dans leur maison, des présences physiques qui trouvent dérangeantes. Les maisons que je vais aller aider à débarrasser au point de vue des énergies négatives sont je qualifierais peut-être des petites maisons hantées, c'est-à-dire des présences inopportunes, des présences qu'on veut voir partir parce qu'on est mal à l'aise à la maison avec ces présences-là. Quand je fais un nettoyage énergétique, j'utilise le sel de mer, les encens, la chandelle, puis on purifie la maison afin d'envoyer les entités qui sont restées prises dans le cadre physique vers la lumière. Les entités, en réalité, recherchent un confort. Comme nous, on va rechercher un confort également. Alors, la recherche de la lumière, c'est encore notre étiquette mentale qu'on veut bien identifier quelque chose. Mais c'est certain que
il y a des entités qui restent un peu comme prisonnières d'un lieu, prisonnières de certaines personnes, prisonnières de choses. Donc, ça, on appelle ça des âmes errantes. Et les âmes errantes, bien évidemment, vont manifester. Bien que l'enquête se déroule depuis quelques mois déjà, Mireille Thibault ne parvient toujours pas à expliquer la présence de l'homme en noir. Elle demande donc à Lisa de participer à une autre séance d'hypnose. Il y a eu une séance d'hypnose mémorable parce qu'à ce moment-là, on a pu entrer directement en rapport avec l'entité. J'avance sur un chemin de terre. Quand Lisa était sous hypnose, elle décrivait, bon, je fais ci, je fais ça. Et là, à un moment donné, sans que les autres s'en rendent compte, et là, elle dit, je fais ci, je fais ça. Comme si elle parlait au nom de l'homme en noir. Et à son réveil, je me suis aperçue qu'effectivement, c'était le cas. C'était un événement, mais passionnant, parce que quand elle s'est réveillée, premièrement, elle avait les yeux mauvais. Mais tellement mauvais. Puis Lisa, c'était une fille ricaneuse. Elle avait les yeux tellement mauvais que tout de suite, j'ai dit, oups, il s'est passé quelque chose. Et là, je lui ai demandé qui elle était. Réveille-toi. Je sais que je parle en 1992. Mais Dites-vous que je vais la ramener, que vous le vouliez ou non. Et là, on s'est aperçu que c'était l'homme en noir qui parlait. Il a dit, je ramène Lisa avec moi, elle m'appartient et tout et tout. Bon, c'est intéressant, mais Lisa est où? Lisa est dans son corps. Mais elle ne peut rien faire sans que j'en décide autrement. Là, à un moment donné, je dis, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Lopez, bon, on va jaser calmement. D'abord, il dit, bon, alors, qu'est-ce que tu veux? L'homme en noir répondait pas, puis il disait, toi, c'est ma fille. Lisa, il disait, c'est ma fille à moi, et je la ramène. Et là, le père de Lisa a dit, non, c'est ma fille, et c'est moi qui la garde ici. Et il l'a pris dans ses bras, puis là, il a eu comme un grand frisson. L'homme en noir, c'est parti à ce moment-là. Suite à cette première possession, Lisa a dit, vient de faire la gaffe de sa vie. Là, je le connais maintenant en profondeur. Je l'ai senti à l'intérieur de moi-même. Je sais qui il est, sans pouvoir identifier d'où il venait, là, mais je le sais, je le connais, je peux l'affronter à cette heure. Suite à cette première possession, Lisa se sent étonnamment plus forte. Elle est persuadée que l'homme en noir a commis une erreur en dévoilant ses forces et faiblesses. Elle décide donc de tenter une nouvelle séance d'hypnose. L'intention lors de cette séance-là pour provoquer une possession était de détruire l'homme en noir, tout simplement. Lisa a dit, je vais être capable de le détruire, je vais être capable d'en venir à bout une fois pour toutes. Lisa a réussi, je dirais assez facilement, à se faire reposséder. Et là, encore là, on vire en rond, on essaie de dire, regarde, tu t'en vas et tu lui fous la paix. Là, on n'est plus à la même époque. Bon, tu sais que patience et tout ça. Et on vire en rond. Et finalement, Lisa, à ce moment-là, s'est arquée sur le dos avec un grand tremblement. Et là, moi puis son père, on s'est regardés, on a pris chacun une main de Lisa, puis on a dit, dégage-toi, sors-le, là. Et là, elle est retombée, puis elle a dit, en fait, sa mère, qui était sur place et qui habituellement ne sentait pas grand-chose, a dit, il est parti. Et là, Lisa s'est mise à pleurer, puis elle a dit, je l'ai détruit. J'étais très soulagée parce que, encore là, c'est elle-même qui avait réussi, je dirais, l'exploit de se débarrasser de ce personnage-là qui la hantait depuis déjà plusieurs années. Et j'étais contente parce qu'au fond, on ne savait pas comment ça allait finir, cette histoire-là. Je ne savais pas ce qu'on avait pour des années encore à essayer de comprendre ce personnage-là. Et non, grâce à l'hypnose ou grâce, en tout cas, à ce qui s'était passé lors de ces séances-là, les fameuses séances de possession, bien, ça a mis un terme à cette étrange histoire-là. Depuis que l'homme existe, la première grande question fondamentale au niveau spirituel, c'est est-ce qu'il existe une vie après la mort? Que ce soit dans l'Égypte antique ou que ce soit nos rituels funéraires actuels, on voit que cette préoccupation-là, elle est omniprésente. Malheureusement, toutes les recherches menées jusqu'à maintenant ne nous forcent pas à accepter l'existence d'une survie après la mort. Encore là, on peut éliminer aucune hypothèse. La vie après la mort, oui, c'est certainement possible. À quel niveau? Est-ce qu'il y a une réincarnation? Est-ce qu'il y a une âme qui se dirige dans un endroit particulier? Ou est-ce que tout arrête? On n'en a aucune idée. Alors, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il faut continuer à explorer ce sujet-là. Vous ne pas. Croire
ou ne pas croire. Départager le vrai du faux, la réalité de l'imaginaire, constitue une tâche difficile, mais combien fascinante. Puisque les fantômes répondent à un appel bien mystérieux et hantent depuis toujours l'âme humaine.